Bonjour John Peter, ça me fait plaisir de te retrouver à cette occasion. Bonjour Euh, Olivier, toujours un plaisir pour moi aussi. ouais, c'est pas si fréquent qu'on se parle tous les deux, donc là l'occasion c'est cette demande qui nous a été faite par l'Institut de s'inscrire dans la continuité d'une série de podcasts qui sont enregistrés pour fêter le 30e anniversaire de la parution de Promise of Mediation, donc le livre fondateur de Baruch et Joe. Voilà, et c'est l'occasion pour des praticiens comme nous de converser sur notre découverte de la transformative, ce que ça a généré chez nous et tout ce qui s'en est suivi. Donc peut-être je te donne la parole tout de suite et puis ensuite on verra comment l'échange se trame. Euh, Peut-être par Avec rapport à volonté. tes premiers contacts avec la transformative et peut-être avec ce livre. Mm. Oui, ben, c'est le 30e anniversaire pour moi aussi de ma découverte de la médiation transformative en lisant The Promise of Mediation, première édition. Ça faisait un an, en 94, que j'ai été formé comme médiateur dans une autre approche, l'approche qu'on appelle la négociation raisonnée ou médiation facilitante. Et je me sentais à l'étroit dans cette autre approche. Et, euh, et je suis tombé sur ce livre-là qui venait d'être publié et je l'ai dévoré en 2 jours. Alors, j'ai tourné les pages et je dis oui, oui, ça c'est pour moi. Ah, Alors, c'était le coup de foudre avec les écrits de Bush et Folger dans Promise of Mediation. Et j'ai pratiqué à partir de ce livre-là et ça a pris 15 ans avant que euh, je retourne sur les bancs d'école pour vraiment l'apprendre directement de la bouche des auteurs, surtout de Barry Bush à New York, ok, en lisant. ça veut dire que pendant 15 ans, John Peter, tu t'es inspiré du livre pour influencer ta pratique, mais sans avoir été formé, c'est ça? Voilà, voilà. Ah, excellent. Il y avait évidemment au Canada, au Québec, où je pratiquais, et il y avait personne qui avait entendu parler de la médiation transformative. Donc, j'étais seul dans mon coin, sous le radar, à essayer de mettre en principe les consignes dans ce livre-là. Et c'était surtout, ne soyez pas directif. Alors, ouf, comment est-ce que on peut faire ça? Et par quoi on remplace la directivité de cette autre approche que j'avais apprise auparavant? Et il a fallu attendre jusqu'à la deuxième édition de Promise of Mediation en 2005 pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, donner du travail au médiateur à part l'écoute attentive. Et j'étais devenu très, très bon dans l'écoute attentive. Mais intervention, pour moi, je faisais une confusion entre euh, non directif et non interventionniste. Donc, pour ne pas être directif, j'intervenais très peu. C'est ce qui faisait que mes médiations étaient euh, assez longues. Et quand j'ai découvert euh, la deuxième édition, et surtout quand je suis allé à l'université Hofstra pour faire plusieurs formations avec Baruch Bush, euh, avec les accélérateurs des mouvements d'empowerment et de reconnaissance, que sont les reflets transformatifs, résumés des accords et surtout des désaccords au début. Question de vérification, toujours sur base de silence attentif, mais je voyais que, oui, euh, ça accélérait, puis ça raccourcissait énormément le temps que prenaient euh, les participants aux médiations que j'accompagnais pour arriver à quelque chose euh, qui leur convenait tous les deux. Et ça veut dire que ces outils-là, John Peter, reflet, résumé, vérification, ils n'étaient pas explicitement présentés ou décrits dans la première édition? En tout cas, si ça avait été présenté, c'était en filigrane et pas quelque chose qu'on pouvait ni enseigner ni apprendre. Mais l'essentiel était là. Ne soyez pas directif. Et ça n'a pas changé dans la deuxième édition. C'est simplement donner des outils aux médiateurs pour habiter cette posture paradoxale
du médiateur transformatif qui est totalement engagé envers le processus de chacun des participants à la médiation et en même temps totalement détaché de tout impact que ces interventions pourraient avoir sur eux. Ok, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que moi, j'ai découvert bien sûr 20 ans plus tard hein, cette histoire-là. Et j'avoue que je n'ai pas lu, je n'ai jamais lu Promise of Mediation. Pour la petite histoire, hein, pour ceux qui nous écoutent, en fait, moi, c'est un peu pareil que toi. Je suis venu à la médiation après avoir exercé dans d'autres métiers et dans des postures plutôt directives de facilitation, voilà, dans des postures de conseil où il fallait toujours avoir un temps d'avance sur les personnes qu'on accompagne, avoir un plan de marche, les guider vers une solution, etc. Et quand je me suis résolu à l'idée que je faisais ou que je voulais faire de la médiation, tu disais tout à l'heure, je me suis senti à l'étroit. Je me sentais pas à l'aise avec ce que je trouvais dans les formations qu'on avait en France, et où il y avait tantôt la route FUTAC, tantôt la communication non violente, voilà, des petits inserts d'analyse transactionnelle, des choses comme ça, mais avec toujours cette idée de une forme de pression que se mettait le médiateur sur les épaules pour faire quelque chose, et pour arriver à un résultat. Alors tantôt un accord, tantôt aussi un résultat plus sur la relation de reconnaissance mutuelle, ce qui est déjà mieux que enfin, à mon sens, que de viser l'accord, mais avec lequel j'étais pas à l'aise. Et puis un jour, je suis tombé sur une vidéo sur Internet d'une simulation de médiation jouée par notre camarade Dan Simon, donc un Américain très, voilà, un pionnier aussi de la transformative. Et c'était sur Skype, je me souviens, qu'il faisait ça. Et en voyant ça, j'ai été mais, éberlué en me disant, mais c'est exactement ça dont j'avais l'intuition, c'est ça que je voudrais faire et assumer de faire, sans pour autant avoir les moindres repères théoriques par rapport à ça. Et là, c'est là que je suis tombé sur toi, en fait, John Peter, en cherchant, parce que j'ai cherché quelqu'un de francophone qui était susceptible d'enseigner cette chose-là. Et il y en avait qu'un, en fait, c'était toi. Donc, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai pris contact avec toi d'abord via un réseau social, on a un peu discuté. Je me suis inscrit à une de tes formations à Montréal. J'ai pris mon billet d'avion, je vais arranger mon voyage avec un séjour chez des copains et tout ça. Tout ça pour apprendre un mois avant la formation qu'elle était annulée parce que tu manquais de participants. Et donc je t'ai appelé et je me suis incrusté chez toi en fait. On a trouvé un arrangement et j'ai bénéficié d'une formation privée avec toi. Je me souviens que tu avais invité une de tes amies pour me servir de sparring partner pour les jeux de rôle. C'était vraiment très sympa. Et voilà, donc j'ai un souvenir vraiment ému de de ce petit séjour du côté de Sherbrooke. Euh, voilà, et tout ça pour dire que moi, j'ai découvert l'approche transformative à travers cette vidéo, puis à travers ton enseignement, sans avoir lu Promise, mais en revanche en lisant le sourcebook que tu m'avais donné à cette occasion, qui d'ailleurs a été la source des quelques chapitres que nous avons traduits par la suite. Voilà, puisque tu avais un projet de traduction en cours que j'ai repris, voilà, et qui a donné lieu à la Et publication. moi et Yolande. Euh, Et Yolande, tout à oui. fait. Et, et ce, Peut-être ouais, on pourrait simplement glisser qu'elle était mon amoureuse et en même temps mon assistante de formation, très appréciée euh, d'avocat, de travailleur socio-psychologue qui était dans mes formations au barreau du Québec. Elle n'était ni avocat, ni notaire, ni rien de ces choses-là, mais elle avait vraiment ça dans le sang, ouais, l'approche transformative dans sa vie, quoi. ouais, Et on avait ce projet-là, mais malheureusement, elle est décédée à 56 ans et puis ça a été une grande perte pour moi et pour la médiation transformative. ouais, je me souviens bien que tu m'avais raconté cette histoire, et puis tu savais pas quoi faire de ce projet, et on s'est mis d'accord finalement pour le reprendre, et puis on a fait ça avec la maison RS et puis Jacques Faget, sous ton haut patronage. Je me souviens de longues discussions pour choisir
les termes appropriés pour traduire les termes clés de l'approche, etc. Et puis, puisque tu parles de Yolande, moi, je ne l'ai pas connue, mais je l'ai connue seulement à travers une vidéo qui, je pense, est encore visible sur YouTube, où tu fais une démonstration des remarques introductives avec deux participantes, dont Yolande. Mm. Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, et donc, ouais, donc Promise, moi, je ne l'ai pas lu. Euh, mais en revanche, ce que j'ai compris à travers les chapitres du sourcebook que j'ai lus, et en particulier un de ceux qu'on a traduit, c'est qu'il y avait une différence assez importante, hein, introduite dans la deuxième édition par rapport à la première. Euh, c'est tout ce qui est dit autour du fait que l'empowerment vient en premier dans la dynamique de transformation. Et pour moi, ça a été vraiment très, très fondateur et très libérateur parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de médiateurs qui affichent ou qui disent et qui veulent ne pas travailler sur les solutions ont tendance à se reporter sur la relation et à attendre et à appeler de leur vœu la reconnaissance mutuelle et parfois du coup à la forcer un peu. Et ça, c'est un aspect qui, je crois, n'était pas très développé dans Au contraire, la première euh, édition. Ouais. Bush, dans un des chapitres qu'on a traduit, il fait une autocritique. Et c'est assez rare que des fondateurs d'approches aussi géniales que médiation transformative ont l'humilité pour dire, dans cette première édition, j'ai cité dans le landlord's case, donc le cas du propriétaire versus son locataire, il avait reproduit un dialogue entre lui et puis le locataire où il disait que c'était bien de mettre ce locataire à la place du propriétaire par rapport à ses charges, etc., pendant que l'autre ne payait pas son loyer. Et donc, Mhm. dans un chapitre absolument magistral et d'une grande humilité, il se remet en question en disant nécessairement, c'est la empowerment qui prend la première place, qui a préséance et ce n'est que lorsque le, le participant est dans l'empowerment qu'il peut faire euh, de son propre mouvement interne un mouvement qui est d'abord inaudible euh, et invisible pour le médiateur, des mouvements, une série de mouvements euh, de reconnaissance. Et donc, j'ai trouvé ça complètement bluffant. Ouais, tout à fait. Et moi, je trouve ça très, très puissant, hein, et on l'utilise beaucoup. Enfin, moi, j'en parle beaucoup en formation. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est libérateur. C'est que finalement, si on se focalise sur le soutien à l'empowerment, de sorte que le participant retrouve une forme de contrôle sur soi, d'équilibre, etc., tout le reste suit, quoi. À commencer par les mouvements de reconnaissance. Et avec cette idée que je ne peux pas produire de mouvement de reconnaissance, ou il ou elle ne peut pas produire de mouvement de reconnaissance tant qu'il ou elle n'a pas retrouvé un minimum de contrôle sur lui ou sur elle-même. Bon, Et en blague, dans la formation que je viens de donner chez Marianne à Pontes, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé le premier, le poule ou l'œuf? Et j'ai dit, c'est la poule. La poule, c'est l'empowerment. L'œuf, c'est la reconnaissance. ouais, il y a encore du monde qui discute de ça. Euh, et ça, voilà, il peut y avoir plein de développements philosophiques autour de ça, mais en tout cas, dans ce qu'on observe dans le processus de transformation, c'est clairement une reprise de contrôle sur soi-même de la personne avant d'être capable de se réouvrir à l'autre, ça c'est sûr. Et alors, ce qui est intéressant, tu disais cette remise en cause de Baruch et Joe entre les deux éditions. Il faut rappeler que les deux éditions, elles sont distantes d'une dizaine d'années quand même, hein. Donc il y a eu une dizaine d'années de pratique entre les Et deux c'est pour... pratique sur une échelle massive parce que la médiation transformative a été adoptée par le US Postal Service pour régler des problèmes sérieux de relations de travail avec des attentats sur les lieux du travail pour des personnes qui se croyaient discriminées, harcelées,
mis à pied sans raison et qui revenaient avec un fusil, une carabine pour tirer sur leur, euh, leur superviseur. Voilà. Donc, ils ont adopté à très grande échelle, de- à la grandeur des États-Unis, dans tous les bureaux de poste, ce système gratuit sur les heures de travail de personnes, des employés se sentant discriminés, harcelés, etc. euh, on faisait appel à des médiateurs formés dans la poche transformative. Donc, en peu de temps, ce programme qui s'appelait Redress a fait ses preuves. Ça a été étudié par des universitaires complètement indépendants du programme. Lisa Bingham à l'Université d'Indiana suivait le programme à chaque pas, évaluait le taux de satisfaction et, euh, et tutti quanti. Et en peu de temps, ils ont renversé ce courant de violence en milieu de travail à un climat de dialogue grâce à cette soupape où on n'évaluait pas le bien fondé de la plainte de harcèlement, de discrimination, mais on permettait aux participants, superviseurs et employés, de se parler librement euh, euh, aux frais de l'employeur et sur le temps de travail. Ouais, et ce que j'ai envie d'ajouter, qui me paraît important, John Peter, au sujet de ce programme Redress, c'est que Oui. Baruch et Joe, et puis une petite équipe autour d'eux, ils ont formé quelque chose comme 3000 médiateurs internes. Et Euh, ils ont, et non, externe. Externe. Il fallait que ce soit externe parce que interne, les employés n'auraient pas accepté. Et donc, c'était 3000, puis on en a gardé les meilleurs. Donc, ils ont c'est ça. gardé 1500. Ouais, ouais. Donc ça Donc, fait il y a du eu une gros volume, et je me production. souviens qu'ils avaient un challenge, un défi important qui était de les former en peu de temps. En peu de temps. Et là aussi, c'est peut-être un atout et une puissance de la transformative. Alors, je ne veux pas dire que on devient performant, entre guillemets, en médiation transformative en très peu de temps. Néanmoins, il y a finalement, une fois qu'on a épousé les convictions, qu'on a intégré, compris la posture, la partie technique, comme il s'agit de manier, on va dire, quatre outils, hein, silence, reflet, résumé, vérification, qui sont des outils finalement assez simples à expliquer. Après, encore faut-il les pratiquer et les intégrer. Mais Mhm. je veux dire, on n'a pas besoin de se faire des milliers de nœuds au cerveau sur une méthode ou un process à observer. Et dès lors qu'on est dans cette dynamique de suivre les personnes, de les soutenir plutôt que de les guider, euh, il y a moyen, quand on a un terrain, on va dire, favorable, hein, de développer une telle pratique en un temps relativement restreint. Mm. Je pense que la formation de base était de 50 heures. Et allez jouer avec ça, les médiateurs, et puis revenez-nous quand vous frappez des problèmes. Et c'est un peu notre approche au réseau francophone pour une approche transformative du conflit. Les formations qu'on donne, c'est pas 200 heures, hein. Euh, Peut-être mis bout à bout, il y a une offre de peut-être 80 heures. Euh, et moi, tu as parlé de la posture. Et hier soir, suite à des commentaires de participants à ma dernière formation, qu'on disait euh, approfondissement niveau 3, les niveaux, c'est vraiment pas important. Euh, je suis parti d'une affirmation de Baruch Bush dans une des formations que j'ai suivies avec lui en banlieue de New York. Il a dit euh, la pratique de la médiation transformative est un véritable art de la scène. Un véritable art de la scène. Alors, j'ai parlé dans cette nouvelle mouture de la formation niveau 3, euh, d'incarner la posture paradoxale de la médiation transformative. Paradoxale. Il y a bien des paradoxes chez nous en médiation transformative. Donc, j'ai dit riche, et ça c'est work in progress, hein, peut-être dans le catalogue de Marianne l'an prochain, ça va être un peu différent, mais en tout cas, c'est tout frais. Riche des métaphores de la natation, de la danse et de la symbolique jungienne, cette formation pragmatique incorpore des éléments à la fois rationnels et ludiques pour habiter avec plus de fluidité l'univers en apparence
contradictoire de cette approche non directive du conflit. C'est avant tout refaire constamment l'acte de foi qu'en dépit des apparences, les participants ont tout ce qu'il faut pour trouver une issue convenable à leur situation, si une telle issue existe, dans la mesure où ils reçoivent l'accompagnement approprié de votre part, vous, le médiateur. Écoute, j'ai deux phrases encore que j'aimerais juste partager avec vous. Et c'est se rendre compte que quand vous, médiateur, vous faites votre travail, les participants, eux, peuvent faire le leur. Et c'est parvenir à signaler avec tout votre corps, votre engagement entier envers les capacités d'empowerment de chaque participant, ainsi que votre détachement total des impacts éventuels que vos interventions pourraient avoir sur eux. C'est savoir plonger au moment propice dans l'échange entre les participants pour leur offrir en temps réel autant d'opportunités d'empowerment ou de reconnaissance pour ensuite regagner aussitôt la position d'écoute attentive. C'est réussir à alterner intensité et lâcher prise pour accompagner chaque moment des échanges entre les participants, des plus statiques aux plus mouvementés. C'est respecter les séquences plus ou moins longues lorsque les participants se parlent entre eux de façon constructive, où votre silence attentionné représente l'appui le plus approprié. J'arrête là, mais je suis excité que ce Ouais, on voit que tu es nouveau. tout excité là-dessus, John Peter. C'est ton esprit est en ébullition. Et en même temps, tu fais de la pub pour les formations chez Marianne, donc c'est très bien. Marianne Souquet, hein, à Puy-Ricard, près d'Aix-en-Provence. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent la connaissent, en tout cas les Français. Euh, écoute, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui m'anime encore beaucoup aujourd'hui et que j'essaye de transmettre dans mes formations, tu sais, il y a une des 10 marques de fabrique qui ont été articulées dans les écrits de Baruch et Joe, c'est de dire tout est dans les remarques introductives, tout est dans les remarques d'ouverture. Et, euh, et plus globalement, tout est dans la façon dont on explique notre processus, entre guillemets, à nos participants, à ceux à qui il intéresse. Et ça me vient là parce que je pense que c'est une question aussi, c'est ton histoire de paradoxe qui m'y fait penser, parce que une des images d'Épinal, un des reproches que certaines personnes peuvent faire à l'approche transformative quand ils ne la connaissent pas, c'est de dire que ça n'est pas cadré. Parce qu'en fait, il reste sur l'idée qu'on propose aux personnes une conversation qui engendre sa propre structure, qui n'est pas structurée à l'avance. Et puis, il reste sur l'idée qu'on ne fixe pas les règles de communication pour les personnes, qu'on les invite à se les fixer elles-mêmes, etc. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, au contraire, s'il y a bien des gens qui sont des praticiens en médiation qui sont très clairs et précis sur le cadre qu'ils proposent à leurs participants, c'est les transformatifs, parce qu'on met un point d'honneur à expliquer très clairement à quel exercice on convie les personnes, si elles veulent y participer, euh, ce qu'on y fait et ce qu'on n'y fait pas en tant qu'intervenant, ce que ça peut leur apporter, hein, à quoi ça peut leur servir, et ainsi de suite. Et ce faisant, c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, c'est qu'on a l'air de dire, bah, faites comme vous voulez, etc. Mais c'est très cadrant dans le sens où c'est un cadre qui nous oblige. En même temps qu'on dit ça, on se rappelle à nous-mêmes comme un mantra pourquoi on est là, à quoi on sert, quelles sont nos intentions, et ce qu'on va faire et ne pas faire. Euh, et en même temps, on les autorise. On leur donne un grand nombre d'autorisations de décider en tout et pour tout sur le processus et sur le contenu, etc. Et tout ça concourt à mettre en place un cadre pour les personnes qui est une promesse, pour le coup, une promesse, pour revenir sur Promise of Mediation, qui, je pense, est beaucoup plus clair que ce que d'autres praticiens peuvent offrir, qui se présentant un peu voilà, de manière mystérieuse sur la façon dont ils vont procéder ou n'étant pas forcément très clair sur la façon dont ils vont procéder, en quoi tout ça consiste, quel en est vraiment l'objectif, est-ce que c'est de se mettre d'accord sur des choses, est-ce que c'est de se réconcilier ou bien est-ce que c'est autre chose? Euh, Tout ça peut paraître assez flou et j'ai le sentiment que c'est là qu'est le paradoxe.
malgré ce que certaines personnes peuvent percevoir du côté déstructuré de notre façon de faire, euh, moi j'ai le sentiment que on propose un cadre qui est au contraire très clair et très précis. Je sais pas ce que tu penses de ça, Oui, John Peter. je pense que c'est important d'être tout à fait transparent. Et comme tu as dit, ce qu'on peut offrir, ce qu'on ne peut pas offrir en pratiquant cette approche. Et si ça ne leur convient pas, Euh, il y a d'autres médiateurs, il y a d'autres formes de médiation qui existent parallèlement à la médiation transformative. Mhm. Et donc, c'est le choix du client, quoi. Une fois Exact. informé, c'est un choix donc libre et éclairé. Et euh, ça peut commencer même avant les remarques introductives. Ça peut commencer par, mettons, Une ils réunion arrivent d'information. et Mhm. ils arrivent dans la salle de médiation, mettons, il y a une table, il y a des chaises autour. Moi, j'essaye toujours de mettre plus de chaises que moi et les participants. Alors, bonjour, bonjour, où est-ce que je m'assois? Je dis, il y a, mettons, quatre chaises si c'était un couple en médiation familiale. Donc, mettons, euh, Madame s'assoit. Euh, Monsieur Harry, bonjour, bonjour, où est-ce que je m'assois? Ben, il dit, il reste trois chaises. Euh, alors, OK, il choisit sa chaise et ça peut aller jusqu'à. Mais où est-ce que vous me voyez dans la salle? J'ai pas mis mes notes sur une place pour le réserver pour moi. Et donc, cette entrée en matière leur montre que ce sont eux les patrons de la matière. Je suis à leur service. Et ça renverse peut-être les attentes. Et ils peuvent prendre un peu de temps pour s'habituer au fait que s'il y a une issue à leur situation qui leur convienne, mais ça ne viendra pas de moi. Ça viendrait d'eux. Et mon rôle, c'est de les appuyer pour avoir la conversation la plus libre possible où ils parlent de ce qui vraiment les anime. Euh, et des fois, il faut vider certaines questions qui ont peu de choses à voir avec ce qui doit se retrouver, mettons, dans une entente à présenter au tribunal. Mais tant que c'est pas réglé, tant que c'est pas ventilé, ben, ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont trop, mettons, euh, dans leurs émotions. Ouais. C'est Et très les important. émotions, Pardon. on sait comment les accueillir, avec le reflet surtout. Et c'est magnifique, l'effet de l'autorégulation des émotions lorsque la personne se sent entendue, non seulement dans ce qu'il dit, mais avec l'énergie qu'il a dite, mais cette personne peut monter en ton et en volume, mais à un moment donné, se sentant entendu, il peut redescendre par Mhm. son propre Mhm. euh, vouloir. Et c'est vraiment très surprenant. Euh, Ouais. euh, Et- les effets d'autorégulation tout à fait inattendus et inexistants, peut-être dans d'autres approches. Clairement. Et ce que tu disais précédemment sur les choix que tu offres dès l'entrée dans la salle, par exemple, etc. Et du coup, sur la question de la prise de décision, en général, pour moi, est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que c'est une des choses qui m'a le plus émerveillé, en fait, dans la pratique transformative. C'est que cette question du choix et de la décision, elle est au cœur du processus d'empowerment. Et que décider, prendre une décision pour soi-même sur quelque chose qu'on pourrait considérer d'aussi minuscule que l'endroit où on s'assied, que le temps qu'on va accorder à ceci ou cela, etc., enclenche la machine de la reprise de contrôle sur soi, de l'empowerment, etc. Participe de cette dynamique-là. Et ça commence même parfois bien avant la rencontre de médiation. Le simple fait Au téléphone, voilà, de contacter le médiateur, le simple fait de décider si oui ou non ce qu'il nous raconte nous intéresse et si on veut y aller, de décider si oui ou non on veut rencontrer l'autre. Mais ça se prolonge après dans toute la médiation, y compris sur des petites décisions en rapport avec l'environnement, avec le processus. Est-ce qu'on fait une pause ou pas? Est-ce qu'on veut un verre d'eau ou pas? Etc. Et, et, euh, et tu vois, puisque ce point t'amenait à développer la question du reflet, là, juste avant, ça me donne envie d'appuyer sur un autre outil que, personnellement, dont j'ai découvert la puissance petit à petit, qui est la vérification ou la question de vérification. Parce qu'en fait, au début, quand on découvre la transformative, on entend souvent dire en transformative, on est très vigilant sur les questions qu'on pose parce que
euh, on considère que la question, elle a un gros risque de directivité puisqu'on emmène la personne quelque part avec sa question. Et donc, on peut avoir une certaine pudeur ou une difficulté au début quand on apprend avec les questions. Or, c'est un outil très puissant, la vérification, euh, que ce soit en médiation interpersonnelle et encore plus quand on a affaire à des groupes, quand on fait du dialogue transformatif, parce qu'en fait, il y a plein d'occasions d'offrir la possibilité aux personnes de faire des choix et de prendre des décisions. Que ce soit après un résumé, de savoir s'ils veulent revenir sur un sujet ou en aborder un autre, que ce soit sur l'orientation à donner à la conversation, ou que ce soit sur l'opportunité d'avoir une nouvelle conversation une autre fois, ou bien sur toute autre chose. Et moi, j'ai tendance à dire, une fois qu'on est à l'aise avec sa propre directivité, c'est bien d'aller s'épanouir dans la pratique de la question de vérification parce que c'est un outil de soutien à l'empowerment qui est extrêmement puissant, quoi. Absolument. Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, on le souligne et puis on leur offre l'opportunité de prendre une décision. Mm, Et ça, chaque fois qu'ils font des choix, qu'ils prennent des décisions, il y a des mouvements de la colonne de gauche de- de- du schéma de la transformation du conflit, de la déstabilisation vers l'empowerment. mm. John Peter, je me rends compte que là, on pourrait partir à discuter pendant 2 heures C'est vrai. et qu'on a épuisé la demi-heure qui nous était impartie. Donc, je ne sais pas si tu aurais... je te donnerais bien quand même en tant que mon mentor, celui qui m'a guidé dans cette pratique, etc. Je te donnerais volontiers le mot de la fin si tu veux, je sais pas, mettre en lumière ou mettre en valeur quelque chose de particulièrement important pour toi dans ta découverte et de la transformative et le développement de ta pratique. Mm. Ben, moi, ce serait un gros merci à toi pour tout ce que tu fais pour faire rayonner cette approche contre-culturelle, contre-intuitive, paradoxale dans l'Hexagone et au-delà, avec Virginie et d'autres, et avec Damien et Isabelle à Bruxelles, avec Hélène et Nathalie au Québec. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Odile aussi, Et Al, hein? Odile, Annick, Aliette et Oui, oui, plein d'autres. évidemment, Ouais. Marianne. Tu disais que j'étais le seul dans la francophonie à pratiquer la médiation transformative. Elle l'a découverte avant moi. Oui. Non, tu étais le seul à l'enseigner, en fait, à proposer des formations au moment où j'ai cherché. Voilà, Ouais, ouais, voilà. ouais. Mais Marianne, c'est une force de la nature. Elle est partout en France. Elle est à l'île de la Réunion faire des formations. Euh, un grand shout-out, comme on dit en anglais, à Marianne Souquet. Un big up, ouais, et ouais, ouais, une pionnière, une vraie pionnière et toujours très dynamique dans le domaine. Elle Voilà, n'est écoute, pas merci, merci de souligner ça. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts pour développer, pour asseoir cette pratique. Et ça me permet de dire qu'en ce moment, un sujet de satisfaction, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de demandes pour le processus de certification, qui, à mon sens, est vraiment important parce que c'est l'occasion pour les médiateurs transformatifs de se reconnaître entre eux sur une pratique commune, sur cette promesse qu'ils font aux participants, et puis du coup une cohérence des intentions, de la posture et des techniques, des interventions qu'ils développent derrière dans leur accompagnement. Euh, voilà, et donc j'incite tout un chacun. Et pour revenir au titre, The Promise of Mediation, tout ça, c'est très prometteur. C'est très prometteur. Merci à toi, John Peter. Ça m'a fait bien Merci, plaisir. Olivier. Au grand plaisir de te retrouver n'importe quand. À bientôt alors. Salut, John Peter.